7 ans, j'ai compris que j'étais différente. Septembre 78, classe de CP dans les Vosges. Il fait humide. Notre instituteur nous emmène voir une exposition de champignons. Trop fière de moi, je donne le nom en latin de tous les champignons présents. Mes parents sont convoqués pour suspicion de bourrage de crâne. Ils sont tous les deux profs. Nous passons tous les 3 sous surveillance. En fait, j'avais mémorisé seule, la semaine précédente, les étiquettes grâce à mon papa qui organisait une exposition de champignons dans son lycée. Il était prof de sciences naturelles et ma petite tâche était de déposer les étiquettes. J'avais mémorisé les mots en latin. Bref, à 7 ans, déjà, on me demandait de ne pas faire de vagues. Mes études m'ont causé peu de défis intellectuels. J'ai accumulé quantité de diplômes dans des grandes écoles en France, à l'étranger. Et d'ailleurs, même dans ma vie d'adulte, je continue toujours à me former et à aller à l'école. Apprendre, c'est mon truc. Mes défis sont ailleurs. Mon problème, c'est la tempête de mon cerveau. J'ai une forme d'hyper-stimulation intellectuelle qui me pousse toujours à essayer d'apprendre des trucs nouveaux. C'est éreintant. Ça m'empêche parfois de dormir. Et si je tombe sur un sujet qui me passionne, ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Pendant longtemps, à l'école comme en entreprise, on m'a demandé de rester dans la norme, d'être un bon petit soldat, de rester dans mes prérogatives. Mais j'ai toujours été un petit peu cette mauvaise herbe des champs vosgiens qui dépasse un peu, cette mèche rebelle qui existe un petit peu toute seule. J'ai rarement réussi à être dans le sens du poil, j'ai toujours un espèce de chemin décalé. Bref, je me sens toujours un peu agitatrice, comme un esprit disruptif, un peu zèbre sur les bords. Et aujourd'hui, quel bonheur, parce que l'époque est enfin propice aux esprits disruptifs. Ce sont ces rebelles constructifs qui favorisent l'intelligence collective, qui font émerger des idées un peu novatrices et qui font bouger les lignes. Alors je vais essayer de vous expliquer peut-être en 2 temps, d'abord comment j'ai compris quels étaient mes talents, comme dit Gilles, et puis surtout comment je suis parvenue à en exploiter certains. Comprendre d'abord. Alors, penser trop et réfléchir tout le temps, pourquoi ça vient ? En fait, c'est une histoire de cerveau droit et de cerveau gauche. Biologiquement, notre cerveau est composé de 2 hémisphères séparés, communiquant entre eux par le corps calleux. Le cerveau gauche est verbal, méthodique, analytique. Il a une pensée rationnelle, circonscrite. Il analyse les faits avec logique et rigueur. Le cerveau droit privilégie l'information sensorielle, l'instinct, l'intuition. Sa pensée est globale, systémique, arborescente, foisonnante. En fonction de l'hémisphère qui domine, non seulement nos cerveaux ne s'intéressent pas à toutes les mêmes informations, tous les mêmes signaux, mais l'information digérée est également traitée de manière différente. Ce sont bien finalement 2 mondes différents qui cohabitent, et les mondes sont parfois tellement différents qu'on a l'impression de venir de planètes différentes. Alors, question, je ne sais pas si ça marche comme pour Gilles, mais question pour vous. Merci. Je voudrais savoir, dans cette salle, qui est de droite et qui est de gauche. Attention, je parle bien évidemment de votre cerveau. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui pensent avoir un cerveau à prédominance gauche. Ok, et levez la main, ceux qui pensent avoir un cerveau à prédominance droite. Eh bien, sachez que dans la population générale, autour de 75-80% ont plutôt des hémisphères à gauche et 15-20% des hémisphères à droite. Les personnes disruptives ont cette capacité à pouvoir mobiliser plus facilement les compétences des 2 hémisphères et à combiner les 2 approches. Je suis cerveau droit. Je travaille chez Lizzie, dans une entreprise industrielle de la région de Belfort, qui fabrique des solutions d'assemblage pour les secteurs aéronautiques, automotive et médical. Je suis un cerveau droit féminin dans un océan de cerveau gauche masculin. Un monde d'ingénieurs
former à respecter tous les process. Mon travail chez Lizzie consiste effectivement à aider la société à se transformer sur 3 thématiques. La première, la transformation digitale. La seconde, la trajectoire, la transformation vers la décarbonation de l'industrie. Et la dernière, tout ce qui va toucher à l'attractivité, diversité et inclusion. Alors ensuite, comment on exploite ces talents ? Effectivement, pour permettre à un potentiel de s'exprimer, il faut des ingrédients de base, bien sûr, mais il faut aussi tout un tas de facteurs de chance et de leçons de vie qui vous mettent le pied à l'étrier, qui vous permettent d'y croire. Je vais vous raconter toutes ces leçons de vie qui ont été les murs porteurs de mon existence. 1980, j'ai 9 ans. Maman quitte papa, elle part avec ses 2 enfants sous le bras vers une destination suffisamment lointaine. Papa a vidé les comptes bancaires pensant lui couper les ailes. On débarque dans un HLM sans mobilier. Maman a un nouveau travail. Noël arrive. Une image très forte dans mon existence, un gymnase blafard avec une lumière très blanche et une banderole affreuse. Noël des enfants sans joie. À ma hauteur d'enfant, je comprends qu'on est pauvre. Mais maman travaille beaucoup et en 2 ans, elle va nous sortir de cette pauvreté. Comme beaucoup, probablement qu'elle a eu peur, mais n'a pas perdu de temps à se plaindre et l'a agi. En 2 ans, et grâce au comportement de maman, sans comprendre, j'ai fait émerger des murs porteurs de ma vie. À 9 ans, sans en mesurer l'impact, je me suis fait 3 promesses dans cette espèce d'horrible gymnase blafard. Première promesse, je ne veux pas être pauvre. Deuxième promesse, je veux être exploratrice. J'ai besoin de quitter mon village pour tenter ma chance. Troisième promesse, je ne veux dépendre de personne. Ces promesses, je ne les ai pas toutes tenues. Promesse numéro 1, ne pas être pauvre. Mes études terminées, je veux tout, je suis increvable. Je deviens la plus jeune cadre de Vivendi, je me fais débaucher par Péchinet, je prends l'ascenseur des grandes entreprises industrielles françaises, je suis surdiplômée bilingue et je suis la piste de l'argent. Mon premier salaire dépassera largement celui de mes parents. Deuxième promesse, exploratrice. Facteur de chance, j'ai eu cette chance incroyable d'appartenir à la génération Erasmus. J'ai fait mes études et mes stages à l'étranger. Je pars au UK, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne. Partout, j'apprends. Partout, je m'adapte. Je me sens citoyenne du monde. Je pars même au Canada faire un MBA. J'y rencontre mon mari, il s'appelle Luc. En 3 semaines, nous prenons la décision de nous marier. Décision de cerveau droit, fulgurante, instinctive et totalement sereine. Dernière promesse, ne dépendre jamais de personne. Aïe, cette promesse, je ne l'ai pas tenue. La vie m'a appris qu'on dépend toujours de l'amour de nos proches, des gens qui nous sont chers. Je suis dépendante pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la vie merveilleuse de famille que nous avons construite avec Luc. Le pire, c'est quand on me l'a enlevé. À 45 ans, Luc décède d'un cancer foudroyant. Je deviens veuve, j'ai 4 enfants, mon petit dernier a 5 ans. Pour la première fois depuis ma naissance, mon cerveau s'arrête. Tracé plat, comme la fréquence respiratoire de Luc. Plus de pensées parasites, plus de capacité de décision, plus d'intuition, juste des émotions brutes et de la douleur. C'est comme la télé en noir et blanc. Vous avez des images, vous n'entendez plus les paroles. Je suis devenue sourde et muette. Ça durera 1 an. Durant cette période douloureuse, je traverse les jours en mode zombie hyperactif pour ne pas sombrer. Je ne sais plus dormir, sauf d'épuisement. Et pourtant,
tous les soirs, vers 3-4 heures du matin, j'ouvre les yeux en une fraction de seconde et me sens totalement éveillée. Paradoxalement, en journée, mon cerveau est hors service. Et la nuit, il surchauffe. Et je travaille à essayer de résoudre le dilemme de la mort de Luc. Et comme le processeur interne d'un ordinateur qui ne parvient pas à exécuter une tâche, il surchauffe et n'a d'autre solution que le reboot pour éviter l'implosion. Pendant 1 an, mon cerveau s'est rebooté toutes les nuits. Il n'a pas résolu le sens de toutes ces souffrances. J'éprouve encore de la colère intermittente. Pour autant, derrière ce brouillard émerge un certain nombre de leçons de vie. La première, bien évidente, oui, j'étais dépendante de Luc. Il était le sel de mon existence. Il était le phare qui borde ma route, la joie qui illumine, la confiance qui porte. Il était ma dopamine. Et aujourd'hui, c'est toute seule que je dois réinventer mon chemin. Et c'est toute seule que je dois trouver ma dopamine pour avancer. Deuxième petite leçon qui émerge de ce brouillard, celle-là, je vous promets, vous la connaissez toutes. Pourtant, très peu la pratiquent. Il faut vivre au présent. Je veux être aujourd'hui celle que j'ai envie d'être. Je n'ai pas envie qu'on m'autorise à être celle que je veux être. De ce jour-là, j'ai été autrement libre. J'ose aujourd'hui parce que demain sera trop tard. Je me suis libérée du jugement des autres. Je ne demande plus la permission, j'explique. La vie est vraiment injuste et arbitraire. Elle vous laisse généralement 2 options, se plaindre ou agir. Aujourd'hui, bizarrement, je me sens globalement plus forte. Plus forte parce que j'ai appris à vivre au présent et je prends tous les cadeaux que la vie met sur ma route, comme celui, très inattendu, de faire cette intervention là devant vous et de partager avec vous ce moment. Je suis globalement plus forte parce que j'ai appris à dire non. Je ne m'inflige plus des sujets qui ne sont pas les miens. Je suis aussi beaucoup plus fragile qu'avant, parce que je dépends plus que jamais de l'amour de mes enfants et de mes proches. Je suis beaucoup plus fragile qu'avant, parce que j'ai définitivement perdu l'insouciance et la légèreté de la vie. Je suis forte, fragile et imparfaite, comme finalement tout le monde. Quelques dernières paroles. Si vous ne saisissez pas ce que vous voulez, soyez certains, vous ne l'aurez jamais. Alors définissez le succès avec vos propres termes, travaillez-le avec vos propres règles et construisez-vous une vie que vous êtes fiers de vivre. Je vous promets, le plus dur, c'est de se décider à agir. Le reste, ça n'est que de la ténacité. Vous devez au monde de faire ce pourquoi vous êtes naturellement doués. Et enfin, un dernier petit mot pour les personnes disruptives. Autour de vous, identifiez-les, regardez-les, elles sont rares, elles sont précieuses, elles portent probablement en elles la résolution des problématiques futures déjà engendrées par notre présent, à condition toutefois qu'on les y autorise. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Merci.